Alors, je vais faire l'ouverture maintenant de l'intervention de conclusion de la matinée. Ça ne sera pas la fin de notre colloque, puisqu'après, il y aura un temps de convivialité, de détente, où vous allez pouvoir continuer à parler avec les intervenants, à parler entre vous. Mais là, on va parler de la dernière intervention. Et là, ces 30 minutes de clôture, le sujet, c'est comment, dans un monde de plus en plus numérique, on vient d'en parler, pouvons-nous donner accès à leurs droits aux personnes fragiles? On dit souvent les plus démunis. Mais je pense qu'il est important pour nous tous d'avoir en conscience que nous pouvons tous vivre une situation qui fait de chacun de nous quelqu'un de fragile. C'est bien comme ça que je vous propose d'écouter les propos de Serge Bizouerne. Serge est diplômé en psychologie du travail et en ergonomie. Il a fondé en 2000 la société d'intermédiation d'Homme Plus en France et au Canada, société dont il est président. Et au début de son intervention, je lui ai demandé de vous expliquer ce que faisait D'Homme Plus. Comme ça, vous comprendrez de quel point de vue et avec quelle expérience et au nom de quoi il peut vous faire partager ses propos. Il est l'auteur de Priorité à la personne, numérique humain, priorité à la personne, vous voyez qu'on est encore au cœur du sujet, ouvrage publié en 2009 chez Gallimard. Il est également président du Fonds de dotation Priorité à la personne, qui a pour objet de permettre l'accès à l'intermédiation sociale au plus grand nombre. Car c'est bien ça l'enjeu, et c'est bien ça que porte Serge dans son investissement en tant qu'homme. Serge, je te cède la place et je suis très content que tu fasses cette conclusion. Où tu veux, comme tu veux. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Jacques pour ce propos généreux. Alors quand je regarde le titre, vous devez bien vous douter ou vous demander en fin de matinée ce que peut pouvoir recouvrir ce titre, surtout quand on est gagné par l'hypoglycémie. Moi aussi d'ailleurs. Ce que je voulais, alors j'ai des notes, je vous le dis parce que j'ai vu un peu comment se passait l'intervention avec Laurent et je me cramponnerai bien entendu à mon fil rouge. L'expérience client, l'expérience collaborateur, pour moi, et évidemment le sujet dont on parle là recouvre ces notions, tout simplement parce que derrière le client et le collaborateur, il y a une personne. Vous êtes une personne, le consommateur est une personne, et derrière la personne, il y a un citoyen. Alors on peut l'appeler client, assuré, consommateur, citoyen, usager. Il y a une personne. Et derrière cette personne et ce citoyen, il y a des émotions. On en a beaucoup parlé ce matin et on a vu que les angles de vue étaient très différents. Je cite Pierre Rosanvallon, parce qu'il a écrit un livre, le dernier qu'il a écrit il y a 7-8 mois, là, en 2021, sur les épreuves de la vie. Il a mentionné dans sa préface deux, trois choses qui me semblent essentielles dans ce que j'ai entendu ce matin. La première, c'est que la question de la considération ou de la déconsidération est au centre, la question de l'écoute. Et la non-considération ou l'absence d'écoute, vous savez que ça peut générer de la frustration et en tout cas des émotions comme la colère. Je joue pas le Cassandre, mais vous voyez bien dans quelle période nous sommes aujourd'hui et on ne peut pas ignorer la période dans laquelle nous sommes. Je ne sais pas si on est sorti ou on est entré dans quelque chose d'autre. La chose aussi que dit Rosanvallon, et finalement, c'est un peu de ce point de vue-là dont je parlerai, de notre expérience, c'est qu'on ne mesure pas à quel point le quotidien de vie va peser sur les décisions. Je crois que les dirigeants de toute nature, que ce soit politique ou économique, doivent avoir en tête cette question, et nous devons nous poser cette question. Alors nous, évidemment, Jean-Jacques disait, je dois présenter D'Homme Plus en introduction. Je ne sais pas d'ailleurs si le métavers pourrait nous aider à illustrer ce propos, mais on a toujours beaucoup de difficultés à expliquer ce que nous sommes. Il y a plus de 20 ans, c'était très compliqué d'expliquer quelque chose qui n'existe pas alors qu'on parle de choses évidentes. Aujourd'hui, il est très compliqué d'expliquer quelque chose qui existe. Mais pour dire la chose suivante, nous sommes dans le quotidien des personnes, dans la capacité à appréhender des situations de vie, mais surtout dans ces situations de vie, comprendre en fonction de la situation de la personne, comment la personne peut agir sur son destin. Et ça, on le fait avec un métier pour le compte de très grands organismes
que ce soit des grandes entreprises ou des organismes publics pour leurs salariés, ou que ce soit pour des organismes de protection sociale ou des services publics pour leurs adhérents, leurs clients, leurs assurés. Et je me suis aperçu d'une chose extrêmement naturelle, c'est que, en fait, aujourd'hui, ce fameux poids du quotidien de vie est certainement un préalable à beaucoup de choses, alors même que nous leur parlons de produits ou nous leur parlons de politique d'entreprise, de marque employeur, de RSE, d'engagement. Je reviendrai sur le métier de Dom+, mais il se trouve que dans ce petit schéma là qui est très simple, il y a des rouages et il y a deux choses toutes simples. C'est que d'un côté, il y a nous, moi, puis de l'autre côté, il y a des réponses. Et vous savez tous comme moi que ces réponses, quel que soit l'effort que l'on peut faire, le diable est dans les détails, on est siloté et les réponses sont très verticales. Et donc, le vrai sujet, c'est comment finalement, entre ces rouages, je peux être une personne qui est actrice, capable d'agir, et si possible, même si les réponses ne sont pas satisfaisantes, j'essaye d'être autonome dans cette situation. Alors nous, depuis plus de 20 ans, on peut dire qu'on a un peu bousculé l'accès aux aides et aux prestations sociales et contribué au non-recours aux droits en expliquant quand même que traiter un problème, ça coûte moins cher que ne pas traiter un problème. Et ça, on le fait pour les organismes, tant que je vous parlais. Alors, je peux vous donner des chiffres, mais c'est plus de 2000 situations nouvelles par jour, c'est à peu près 1 demi-million de personnes accompagnées par an, c'est la mobilisation de plus de 80 000 structures sur le territoire. Mais surtout, force est de constater que dans la période que nous avons vécu ou que nous vivons, que ce soit la sortie ou la période du Covid, ou que ce soit la période que nous sommes en train de vivre, on voit bien que cette période, ou ces séquences dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, ont révélé, et j'espère que vous aurez l'honnêteté de dire que vous l'avez vécu vous-même au quotidien, ont révélé devant le maquis la complexité administrative et réglementaire pour toutes les questions du quotidien. Finalement, il y a beaucoup de personnes, et je répète, beaucoup de personnes, qui ont renoncé ou qui renoncent à leurs droits et à leurs prestations, et où, par méconnaissance, et alors même que ça pourrait leur permettre de remonter sur le manège. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que tout existe. C'est le paradoxe. Et en plus, et j'espère que vous l'avez observé dans ces 2 dernières années, le numérique a pris pied d'une certaine façon sur les sujets dont je parle. Le numérique a pris pied comme étant un préalable à toute démarche administrative, à toute entrée dans un parcours, de quelque nature qu'il soit, avant même d'ailleurs avoir une interlocution humaine. Je ne jette pas la pierre, bien sûr, à cet état de fait, mais il y a quand même, du coup, une réalité. Et du coup, je vais rentrer dans un propos qui est... je vais vous enchaîner 2-3 idées. La première, c'est que, sans jouer encore une fois le Cassandre, derrière le sujet qu'on évoque, il y a la question de la fracture. Et les plus démunis ne sont pas ceux forcément auxquels on pense. Effectivement, le propos de Jean-Jacques est intéressant. Il y a évidemment les gens très fragiles, mais on va s'apercevoir que ça concerne tout à chacun en fonction des moments de parcours. Et je reviendrai sur mon métier avant d'illustrer une initiative qui va nous confronter, nous citoyens, mais qui touche environ 20 millions de personnes en France, qui est une initiative gouvernementale, qui va nous amener à nous re-questionner sur la place du numérique et la façon de redonner la place à la personne. Alors je suis parti d'un extrait d'un rapport. Je suis désolé d'être un peu ennuyeux et académique sur ce sujet, mais c'est intéressant parce que on arrive à faire le tour du pâté de maison. Je suis parti d'un extrait du rapport sur l'électronisme, un rapport de 2020. 2 paragraphes. Le premier paragraphe, il dit la chose suivante, c'est que le numérique est porteur de promesses d'amélioration de la qualité de vie et d'inclusion sociale et d'augmentation des connaissances et des capacités de chacun. Je prends ces mots-clés-là.
je vous demande de les identifier par rapport aux propos que je vous tiendrai après. Il est donc synonyme de progrès. Et pourtant, on a 14 millions de Français qui ne maîtrisent pas le numérique et un Français sur deux qui n'en est pas à l'aise. Bon, je mets de côté la moyenne. L'autre élément qui est très intéressant dans le deuxième paragraphe, c'est la question de l'appropriation. Et l'appropriation, on s'aperçoit qu'on est des autodidactes, tout ce temps que nous sommes dans la salle. Je ne parle pas de jouer avec mon smartphone, dont j'utilise d'ailleurs, en ce qui me concerne, 5% des capacités, mais je parle de la façon de rentrer dans de la complexité, et évidemment, ça suppose que chacun, on parlait de simplicité ce matin, je crois que c'est Laurent Beretta qui a commencé comme ça, et évidemment, je trouve que ce constat nous permet d'ouvrir une porte, en tout cas celle que nous connaissons. Donc derrière, pour moi, cette notion se cache, est en embuscade, un sujet dont vous entendez parler, enfin, dans la sémantique, on entend parler beaucoup de fracture numérique en ce moment, on entend parler de beaucoup d'inclusion numérique. Le ministre Barrot a comme priorité ces questions évidemment au cœur. Les services publics sont en train de développer toute une politique autour de ces questions, mais on sait très bien que la fracture numérique, et ça a été dit ce matin, ou le sujet du digital, il est question d'accès et il est question d'usage. Nonobstant la question de la connaissance. Alors, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Et la deuxième chose, quand on parle évidemment de fracture numérique, il y a un petit schéma d'ailleurs qui est suivant, qui est derrière. Si on peut aller diapo suivante, parce que je ne vais pas toucher à cet engin-là. Je sais pas, je ne veux pas toucher. Alors, non, alors passez la fracture numérique, la suivante. Voilà. Quand on vous parle de fracture numérique, on vous assène un certain nombre de paramètres qui vont rentrer en ligne de jeu et évidemment qui jouent sur la complexité. Il y a le taux d'équipement, alors au-delà d'avoir un ordinateur, les tablettes en sont un exemple. Vous avez la situation des personnes, il y a le mot handicap là, mais il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui en matière d'exclusion numérique sur le secteur du handicap. Je vous donne un chiffre, double peine. Si un site en ligne doit être théoriquement accessible, seulement 13% des démarches administratives le sont pour une personne handicapée. En avril 2020, c'était vraiment des chiffres. L'aspect territorial et géographique, et puis l'aspect générationnel. Alors l'aspect générationnel, vous le savez, hein, je vais prendre les deux bornes. En ce qui concerne les seniors aujourd'hui, pour une démarche administrative simple, regardez le parcours qu'il faut pour aller en préfecture ou pour un simple papier administratif. Ce n'est pas de ça dont je parle. Quand je parle de ça, je parle de fragilité, mais ça peut engendrer des conséquences. Quant aux jeunes, vous savez très bien que les jeunes sont férus effectivement des réseaux sociaux, mais pour autant, dans leur situation sociale, d'accès au logement, d'accès à l'emploi, d'accès à la banque, d'accès aux ressources, dans une problématique où, pour avoir un contrat de travail, il faut un emploi et un logement. Pour avoir un logement, il faut avoir un contrat de travail et un RIB, etc., etc. Vous voyez bien que dès lors que je suis sur une situation particulière, par définition, la question de l'usage et la question de l'accessibilité sont des clés. Et pour la résoudre, il faut un petit pied ou des petits pieds. J'ai un peu de mal avec le terme d'humain. En tout cas, il faut une prise en compte de la personne. Et j'ai pour habitude de dire, finalement, une phrase simple, plus je dématérialise une relation, plus j'ai besoin d'humain. Et non pas, je vais prendre en compte l'humain d'un côté, le digital de l'autre, et essayer de faire une histoire qui me permet de construire un parcours client. Je peux être en plus une femme qui a 55 ans, qui est ouvrière, qui habite en zone rurale, qui est monoparentale, et on voit bien que la complexité de la situation sur un parcours pour aller avoir accès à une aide au logement, dans un parcours numérique préalable qui demande 6 mois de délai pour avoir une aide au logement, une APL, c'est assez compliqué. Et on voit bien comment certaines personnes se trouvent aujourd'hui dans un contexte d'abandon de leur démarche, alors soit par résignation, soit par situation de crise. Il y a un monsieur qui s'appelle Dominique Pasquier qui a fait un livre sur l'Internet des familles modestes
Enquête sur la France rurale, il explique dans sa globalité une pratique élitiste dans la mesure où les usagers très avancés, dans la mesure où les usages sont pour des usages très avancés et créatifs, reste une histoire de classe supérieure. Alors, tout ça pour dire que face à une société qui est assez hyper connectée, j'y reviendrai par rapport à l'expérience de Dom+, parce que les 2 dernières années que nous avons vécues, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de vouloir avoir un interlocuteur à la CEPAM ou à la Caisse d'assurance maladie ou à la CAF pour simplement un de vos enfants. Et à chaque fois, vous vous retrouvez dans une situation où on vous renvoie, le cas échéant, sur un rendez-vous en ligne, mais vous n'avez jamais le rendez-vous. Et puis, quand vous vous présentez au guichet, il y a un vigile qui vous explique que vous avez 2 minutes pour pouvoir attendre. Et si vous vous énervez, vous êtes taxé d'incivilité. Le numérique, s'il peut à la marge mieux garantir les droits sociaux en repérant les bénéficiaires potentiels, constitue pour les bénéficiaires réels un obstacle croissant d'accès aux aides. Alors, pour moi, encore une fois, je n'oppose pas les logiques. Je voulais simplement vous dire que sur cette séquence-là, on s'aperçoit d'une chose que nous avons observée qui nous a mis beaucoup en première ligne dans les 18 derniers mois. Mais si je vous dis que, par exemple, la plupart des exclus, entre guillemets, dont nous pouvons être, qui se tournent de plus en plus pour garantir leurs droits sociaux, soit vers des travailleurs sociaux quand ils existent, soit des services de première ligne ou des services associatifs quand ils existent. Et en fait, c'est dans 75% des cas, j'ai le chiffre, que ces personnes-là vont effectuer ces démarches administratives à la place de l'usager. C'est quand même assez surprenant, alors que toute la matinée, on est effectivement sans être dans le monde de oui-oui, dans un autre terrain, en fait, de la personne, en tout cas en tant que client ou consommateur ou collaborateur et client. Et je pense que plus la dématérialisation s'accélère, plus la demande d'assistance numérique va croître. Pour les salariés, l'accès à l'emploi, par exemple, il est désormais conditionné à la maîtrise totale des outils numériques, si vous regardez comment ça se passe. Alors, je vais revenir sur la petite histoire de Dom+, parce que notre métier, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on a capté pendant cette période? Et pourquoi il y a une vraie opportunité? Mais il faut être conscient et je pense qu'il faut pivoter. Nous traitons des parcours de vie en appréhendant ces parcours de vie, en prenant en compte la situation personnelle. Moi, je parle des individus, je ne parle pas de notion collective, et en essayant de trouver et de faire du problem solving en fonction de la capacité qu'a la personne à agir sur sa propre situation. C'est le métier de Dom+. Écouter pour comprendre, entendre pour résoudre, accompagner pour prévenir une situation quand on est dans une situation de fragilité. Jean-Jacques disait tout à l'heure, on peut être tous en fragilité à des moments de parcours, de rupture. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il est évident que vous devez vous interroger sur cette notion de fragilité qui a complètement évolué, nonobstant ce qui s'est passé, évidemment, avec le contexte de la crise et les conséquences de la crise dans laquelle nous sommes rentrés, en particulier de l'énergie et du pouvoir d'achat. Alors, je vous le mentionnais en introduction, fort est de constater que pendant la période des étapes successives que nous avons vécues, et ça avait un peu commencé avec les Gilets jaunes d'ailleurs, parce que nous, on a capté beaucoup de choses en 2017, mais sur le sujet de la compréhension, de la prise en compte, de la considération, on est à l'observation de tendances qui fait que ce sujet du numérique a pris une dimension et une acception extrêmement forte pendant la période, eu égard à des choses très simples, augmentation des flux et des besoins des personnes, difficultés d'organisation, et je ne jette pas la pierre sur nos services publics ou parapublics, mais il y avait aussi leur propre organisation. Faisant de l'expérience client, de l'expérience collaborateur, de la symétrie des attentions, je ne vois pas comment on peut avoir un bon service public si on ne prend pas en compte correctement le quotidien des agents publics. Je ne sais pas s'il y a des agents publics dans la salle, mais il se trouve que nous, on traite en moyenne entre 150 et 200 000 situations d'agents publics par an. Et je peux vous dire que l'incompréhension, la déconsidération et la situation elle-même de vie qui fait que quand vous avez des personnels qui traitent en miroir
et qui sont rattrapés par leur propre situation, il y a un effet symétrie des attentions qui est d'une toute autre ampleur que ce qu'on peut retrouver pour des métiers qui sont beaucoup plus distants dans le quotidien. Alors pourquoi je vous dis qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond? C'est que même si les engrenages tournent, c'est pourquoi, alors que tout existe, le sujet principal n'est pas de reconnecter les personnes aux aides, et de fait, reconnecter. Reconnecter, ça veut dire comprendre une situation. Reconnecter, ça veut dire entendre la particularité de cette situation en fonction de la capacité qu'a la personne. Et traiter le problème, ça veut dire évidemment en fonction de ma capacité à être en action. Le sujet du digital, le sujet de l'humain n'est absolument pas séparé. Donc, le numérique et surtout toutes les interactions croissantes qui interviennent dans toute relation, pour moi, est un exercice qui ne peut s'opérer sans écouter, comprendre les personnes dans le but d'être, pour moi, cette petite chose, je fais attention parce qu'il y a une marche là, être acteur de sa vie. Je ne suis pas dans l'assistance quand je vous dis ça. Et l'empowerment vaut pour un consommateur. Simplement, aujourd'hui, ne pas prendre en considération cet aspect de capacité d'action. Je le transpose au quotidien de vie, mais vous pouvez faire la transposition de l'expérience client comme l'expérience collaborateur. Alors, je vais pas faire de théorie et je terminerai après sur ce qui se présente à nous, parce qu'il y a toujours un contexte d'opportunité, mais je pense que depuis un moment, on est entré dans une économie de la relation, on est entré dans une économie de la considération. Alors vous allez peut-être me regarder avec une espèce d'ornithorynque à 12h30 alors que vous avez faim. Qu'est-ce que ça veut dire économie de la considération, économie de la relation? Ça veut dire que c'est une économie où la valeur relationnelle créée est une valeur stratégique, est une valeur économique, a un impact, et en plus, cerise sur le gâteau, il y a un bénéfice. Et je ne parle pas des KPI qu'on nous demande à chaque fois en nous disant qu'est-ce que va nous rapporter l'action. Je vous parle du bénéfice relationnel, du bénéfice de réputation, du bénéfice d'impact et d'image. Et donc, que je sois salarié, que je sois citoyen, que je sois adhérent, on est tous des personnes avec des statuts très différents. Et encore une fois, Rosan-Vallon. Alors je vais terminer sur l'histoire d'un élément qui est très important parce que ça nous concerne tous dans la salle, soit en tant que bénéficiaire, soit en tant qu'opérateur ou acteur indirectement, parce qu'on a soit des salariés, soit des clients qui vont être concernés par ce sujet. Je dis comme ça, je me raccroche aux branches, voilà. Là, je vais être un petit peu plus didactique parce que vous allez voir la position et le propos des pouvoirs publics. Diapo suivant. Finalement, je pose la question de savoir si la personne devient un vrai sujet ou pas dans notre société. C'est un peu gonflé hein, de le dire comme ça, mais je regarde le verre à moitié plein et je prends une disposition pour mettre en lumière ce propos. Je prends une disposition qui va avoir un impact énorme. Alors peut-être en avez-vous entendu parler, soit parce que c'était présent dans la campagne du PR, du président de la République, au moment, à l'automne, soit c'est parce qu'aujourd'hui on est en train d'en parler dans les médias, et qui est pour moi un sujet d'actualité intéressant parce qu'il est l'opportunité pour... encore une fois, pas faire les cassants et critiquer les pouvoirs publics ou critiquer ce qui ne va pas plutôt que ce qu'on pourrait faire, et donc être dans la solution. C'est une opportunité pour redonner la place à la personne à travers le numérique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler pas du prélèvement, de la solidarité à la source. Vous avez entendu parler de ce sujet? C'est stupéfiant. C'est pour ça que je vous disais que c'est un sujet intéressant qui peut croiser soit vos clients, soit vos salariés, soit vous-même, indirectement. Vous avez certainement entendu parler, alors même qu'on était dans le quoi qu'il en coûte, et qu'il y a eu beaucoup de discours sur on a bénéficié de plein d'aides, on a même poussé le cochonnet en disant, quand je parle des aides, je ne parle pas des aides économiques, je parle des aides sociales,
On a même été jusqu'à dire, mais on a beau être le pays à avoir le plus beau système social, finalement, il y a des gens qui profitent du système. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le non-recours au droit a augmenté entre 2020 et 2021 de façon considérable. Non-recours au droit, c'est simplement pas pouvoir activer ses droits. Et il y a déjà un tiers des gens qui, aujourd'hui, statistiquement, parce que les chiffres sont très compliqués, chez nous, c'est plus important. Il y a le directeur général du groupe qui est au fond de la salle, pourrait l'interroger. Statistiquement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que 30% dans les gens qu'on accompagne. Et les gens qu'on accompagne, c'est des salariés de vos entreprises ou des organismes ou des clients pour qui nous travaillons. Toujours est-il que la solidarité à la source est présentée par l'exécutif comme une des réformes sociales du quinquennat. Je ne vous parle pas de la retraite. Hein. Je parle de solidarité à la source. Alors, je vais vous lire 2-3 propos des ministres, très simples, en vous donnant la définition de ce qu'est la solidarité à la source. C'est le versement automatique de certaines prestations sociales. Versement automatique de certaines prestations sociales, à l'image du prélèvement de la source de l'impôt sur le revenu. Mais là, on vous le donne, on ne le prend pas. Il s'agit de calculer et de verser directement et automatiquement aux bénéficiaires les prestations sociales. Alors, quand on parle des prestations sociales, je ne sais pas si vous avez en tête les libellés, mais c'est le RSA, c'est la prime d'activité, c'est les APL, c'est le minimum vieillesse. Ce sont des prestations qui sont aujourd'hui très normées et dont les barèmes sont indexés en fonction de votre situation personnelle. Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, qui est quelqu'un de très bien, a annoncé l'expérimentation sur France Inter aux Parisiens il y a 15 jours, le lancement de l'expérimentation de cette réforme qui concerne, vous entendez bien, 20 millions de personnes en France. 20 millions de personnes sont concernées par la solidarité à la source. Il a annoncé l'expérimentation au 1er janvier 2023 sur des territoires et sur des prestations très ciblées, que sont les 3 que j'ai nommées. Et alors, ce qui est intéressant dans la formulation, c'est la définition de territoire zéro non-recours. Zéro non-recours. Et ça concerne les prestations que j'ai évoquées, les 3 prestations que j'ai évoquées, RSA, APL et prime d'activité. Et il précise que ces allocations représentent près de 99% des personnes concernées sur la population que j'ai évoquée de référence. Interrogé sur la lenteur du processus, le ministre du Travail, qui est aussi une personne très bien, il dit « c'est un sujet complexe ». C'est un sujet complexe qui implique de lourds travaux techniques pour harmoniser les ressources et permettre la récupération des données. On parlait de récupération des données. Alors, ce qui est intéressant dans toutes les communications ou les auditions, que ce soit à l'Assemblée ou pas un mot sur la personne. C'est intéressant. Moi, je dis qu'on a un boulevard. Bon, c'est un point de vue. Alors, je passe là-dessus, mais pour moi, c'est là qu'on voit bien que je pourrais vous lire toutes les correspondances. Après, ça vous réconciliera pas avec les politiques publiques, forcément, mais je vous ai dit que ça constitue une opportunité. Et pour moi, on voit bien que c'est là que souvent, on voit bien que comment notre propre société, dont on peut considérer qu'on est plutôt dans le monde une entreprise assez avancée sur les questions de solidarité, reproduit la fracture elle-même, alors qu'il suffirait de mettre de la relation en amont et en aval pour être efficient. Quand on rencontre des élus et des politiques, ce que nous faisons, tout le monde est convaincu que traiter un problème, ça coûte moins cher que ne pas traiter un problème. On a passé le cap quand même de dire que quand on accompagnait des gens, on allait encore activer plus des aides, parce qu'on vient de là quand même. C'est comme dans l'assurance, dès qu'on fait du service, ça présente un risque, ça coûte trop cher. C'est une blague. Mais et si finalement elles sont trop souvent stigmatisées, cette notion d'aide relève un peu, recouvre de l'assistanat, finalement, les aides sociales restent pour moi le meilleur moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Quand on voit le poids
dans lequel, ce que je vous disais tout à l'heure, le poids de notre quotidien sur des démarches, a fortiori quand on est dans des ruptures de parcours. Donc, quoi qu'on en dise, l'automatisation, parce que c'est quand même un sujet d'automatisation, hein, la solidarité à la source, ça va être une mécanique d'automatisation. On va s'apercevoir, comme on dit au Québec, on va perdre beaucoup de gens entre deux chaises. Et puis, il y a des gens qui ne pourront jamais rentrer dans les cases. Nous, on voit très bien aujourd'hui dans les situations que nous traitons, des gens qui passent à travers les mailles du filet des services publics, alors que nous sommes un organisme qui agit pour le compte de tiers, pour des entreprises privées ou des organismes de politique qui ont, grosso modo, qui sont des personnes protégées. Alors, je vais terminer par un peu un propos de conviction, parce que je vois Jean-Jacques me regarder, et puis j'imagine que vous en avez marre. Accompagner, c'est donner priorité à la personne en posant d'abord quelque chose d'assez simple. Et pour moi, le mot écoute, pour comprendre, est très important, pour poser un diagnostic, parce que la situation de Jean-Jacques et la mienne n'est pas la même. Même si on a le même âge, et peut-être on rentre dans la même case, ce n'est pas de même nature. Qui permettrait le bon fléchage dans une logique de résultat. Redonner sa place à la personne, c'est une opportunité, et je pense que ce n'est pas idéologique, puisqu'on voit bien que là, on est confronté à un système d'automatisation. J'espère que quand même tout le monde, on va s'apercevoir que, quel que soit le statut dans lequel on va être concerné par cette problématique administrative, y compris si je suis opérateur avec des consommateurs, dont 40% de ma clientèle, quand je suis au supermarché, est en fragilité, y compris si je suis un grand opérateur d'énergie et que j'ai un tiers de ma population qui est en fragilité. Donc, je pense qu'on arrive, au travers de ce constat, de se dire qu'il y a des opportunités qui se présentent à nous. Et à partir du moment où la solution existe, c'est-à-dire écouter les gens, comprendre leur situation, développer et reconnecter les personnes aux aides, à partir du moment où l'enjeu est sociétal, parce que ça veut dire faire société collectivement que de traiter ce genre de questions, parce que notre société est quand même aujourd'hui un tout petit peu en difficulté et que nous devons de rester et de recréer du lien social. Et je pense que là, on a un enjeu extrêmement important qui démontre que l'économique et le social sont complètement intégrés. C'est aussi en partant de ce constat-là qu'on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas depuis 22 ans, c'est que qu'en est-il pour les gens qui n'ont pas accès à côté de l'action publique, à ces services, dans une perspective économique, et c'est pour ça qu'on a créé ce fonds de dotation, priorité à la personne, afin de recréer du lien et de l'humain pour offrir un mieux-être aux personnes, et ça en le rendant accessible au plus grand nombre. Jean-Jacques souhaitait que je mentionne ce fonds de dotation, parce qu'on a besoin de sous, tout simplement, mais surtout, le sujet, c'est pas ça uniquement, c'est que l'initiative concerne tout le monde. C'est-à-dire que cette capacité collective à considérer que parce que je suis client ou collaborateur, que j'ai des clients et des collaborateurs en tant qu'opérateur, cette démarche d'implication en interne pour l'entreprise, quand je suis collaborateur, c'est une démarche d'engagement. Et quand je suis évidemment dans une problématique de consommateur qui est en difficulté, je sais très bien que je dois prendre en compte cette public, qu'ils soient mes clients ou pas. Merci de votre bienveillance en ayant faim. Merci beaucoup à toi, Serge. Je tenais à ce que Serge fasse la conclusion de notre séminaire, de notre colloque, pardon. Mais moi, ce que je retiendrai de ce que vient de nous dire Serge, c'est qu'on pourrait se satisfaire aujourd'hui par rapport à ce que je vais appeler à la fracture ou à la déconnexion. On pourrait se satisfaire que des associations fassent le job à la place. Et Serge l'a bien expliqué, il y a beaucoup d'associations qui vivent et qui se développent parce que les gens, sinon, seraient complètement sans solution. Mais je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de cette solution associative parce qu'en fait, le véritable enjeu, c'est bien de redonner de l'autonomie aux personnes, qu'elles soient capables et acteurs, comme Serge le dit très bien, de leur vie. Donc c'est pour ça aussi que je tenais à ce que Serge fasse cette conclusion pour nous éclairer de ce point de vue-là. Et en conclusion de notre colloque, je dirais, je trouve assez extraordinaire d'avoir commencé cette matinée avec une magie
qui nous a décentré par rapport à peut-être ce que doit être l'expérience client. Je pense que c'est très bien qu'on ait commencé par ça. Je pense que ça nous a tous fait faire un pas de côté. Ça nous a tous éclairés. Et puis de terminer par un regard sur la société. Parce que aussi, quand on parle du monde des services, on parle bien de quel est le sens de nos entreprises, quel service elles rendent à leurs clients ou à leurs administrés, peu importe. Et je trouvais très très bien qu'on termine par un regard très empreint d'humanité. Et je savais que Serge porterait ce discours. On va maintenant passer à la dernière étape de notre colloque. On va aller, et avant de le faire, je voulais quand même remercier toutes les personnes qui ont contribué à la bonne réussite de ces événements. Donc, toute l'équipe de l'Académie, ceux qui ont pu être présents, ceux qui ne sont pas là, ils sont complètement frustrés. Toutes les équipes de Châteauforme qui nous accueillent. Je vous ai dit tout à l'heure à quel point notre partenariat était important parce qu'eux aussi, c'est des transmetteurs, des développeurs de talents. Les Rois Mages, qui est l'agence qui nous a aidés à organiser tout cet événement. Et puis, bien sûr, vous qui avez participé, ceux qui étaient à distance, et encore pour ceux qui sont à distance, toutes nos excuses pour les problèmes techniques qu'on a rencontrés au début de ce colloque, mais ça fait partie de la vie. Je crois qu'on sait bien dans le monde des services que le zéro défaut n'existe pas, et j'espère que vous nous pardonnerez ces problèmes au démarrage. Donc, vous allez recevoir dans votre boîte mail une enquête de satisfaction. Nous vous demandons tous d'y répondre, parce que notre enjeu, c'est que ce colloque vous ait plu, qu'il vous ait apporté quelque chose, qui vous ait été utile, mais c'est que celui de 2023 soit encore meilleur que celui d'aujourd'hui. Donc, merci à vous de répondre en étant critique. Vous nous ferez progresser et nous vous en remercions. Maintenant, je vous propose de nous rendre dans la salle où vous préparez le cocktail et le lunch. Merci à vous. Un grand merci, vraiment. Et bravo à toute l'équipe.